Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour le webinar avec les équipes d'Arc. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la régisseuse peut me dire, me confirmer que tout est OK? Bon. Parfait. Eh bien, on va attendre encore 30 petites secondes que d'autres participants arrivent, qu'on prenne place. Et on va démarrer. Eh bien, c'est parti. Du coup, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour un webinar autour du portail de marque. Et on va voir comment Arc International anime tout son réseau de distribution via notamment cette technologie. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné. Du coup, je vais laisser Benoît et Julien se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Benoît Lamamie au sein du groupe Arc. Je m'occupe de tout ce qui est contenu éditoriaux et contenu marketing produit. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Tonnel et je suis chef de projet au sein de l'entité AITS, système d'information du groupe Arc. Et de mon côté, votre animateur, Baptiste Loger, je suis le directeur général et associé au sein de la société Quable. Voilà. Alors, pour commencer, commençons par présenter Arc International. Rapidement, le groupe Arc est tout simplement le leader mondial des arts de la table. Donc par art de la table, on va entendre assiettes, taris, conservation, plat de cuisson, donc tous ces produits. Une entreprise qui va sur ses 200 ans, implémentée en France, dans le Pas-de-Calais, plus précisément dans la ville de Arc, d'où le nom, et qui aujourd'hui effectivement anime environ 5 marques. On est présent sur une quinzaine de sites dans le monde entier, avec des usines en quelques endroits, et avec une présence sur des catégories de produits en B2B et en B2C, avec une quantité de marques et de produits qui, comme on va le voir, rendaient nécessaire l'organisation de la diffusion de cette information. Super, merci. Et côté Quable, alors nous on est éditeur d'une solution que je vais vous présenter juste après. En fait, notre objectif en tant que société éditrice de solutions, c'est d'accompagner les marques et les fabricants dans leur accélération omnicanal depuis 2016. Nous sommes une quarantaine de collaborateurs répartis un petit peu partout en France et on accompagne plus de 250 marques dans 85 pays. Effectivement, nous accompagnons en particulier les fabricants industriels sur divers pans de l'industrie, effectivement l'industrie du verre, l'industrie de la climatisation, du chaud et du froid, puisqu'on adresse effectivement les besoins d'entreprises qui fabriquent des produits dans la climatisation et la chauffagerie, dans la menuiserie, dans le luminaire. Voilà, on a un vaste éventail de savoir-faire et d'expertise autour de l'industrie. Et puis, on a aussi d'autres verticales que l'on adresse, puisque nous travaillons aussi beaucoup dans le secteur de la cosmétique, de la mode et du luxe, avec des marques comme Berluti, comme Céline ou encore Bioderma. Nous travaillons également dans l'univers de l'agroalimentaire, avec le groupe Savencia, par exemple, avec les champagnes Bollinger, puis on travaille aussi dans le service, avec des acteurs comme Club Med dans le tourisme. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement comment on alimente son réseau de distribution en tant que fabricant industriel. Et donc, c'était important pour nous de réintroduire qu'est-ce qu'on fait chez Quable, quelles sont les problématiques que nous adressons et comment nous aidons nos clients au quotidien. En fait, la grande particularité dans les entreprises, c'est que généralement, il y a des outils inadaptés justement pour gérer la donnée produit. Donc, ce qu'on appelle l'information produit, donc ça va être les descriptifs, les caractéristiques techniques, les dimensions, les informations de packaging, mais aussi tous les visuels qui vont avec, toutes les vidéos, les fiches techniques, les fiches de normes. Et donc, la plupart des entreprises, 80% des entreprises ne sont pas équipées de solutions adaptées justement pour cet usage, et donc gèrent généralement des fichiers Excel ou des répertoires en réseau qui
sont peu pratiques, sont source d'erreurs, et donc ils peuvent générer justement des problèmes de fiabilité, de qualité des données, avec des problèmes de versionning, des erreurs de saisie par exemple. Il n'y a pas vraiment de traçabilité sur la saisie des données qui sont effectuées sur ces fichiers. Et donc, ce sont des freins quotidiens dans la collaboration, parce que vraiment, il n'y a pas de processus métier, ou alors ce sont des processus où il y a beaucoup de frottement entre les différentes étapes, on n'a pas beaucoup de reporting, et on a effectivement beaucoup de tâches chronophages et répétitives. Et enfin, une étude qui a été sortie par IDC et la IM en 2019 mettait en exergue justement un constat cinglant qu'un collaborateur en moyenne dans les entreprises, et ce n'est pas issu uniquement autour de l'information produit, ça va correspondre aussi aux collaborateurs qui cherchent de l'information sur leurs clients, sur les données achats, etc., consacre en moyenne 20% de son temps à la recherche et à la collecte de la bonne information. Et donc pour nous, c'était essentiel justement de fournir des outils pour aider les entreprises à faciliter justement la gestion de leur information produit, d'une part, l'enrichissement par les équipes, mais aussi la diffusion et de faciliter donc le partage de l'information aussi bien en interne qu'avec toutes les parties prenantes externes. Et donc c'est pour ça qu'on a fabriqué, on développe une plateforme de marketing produit 3 en 1 qui permet justement à nos clients d'accélérer leur commerce omnicanal. Et donc les 3 briques sont le PIM, vous avez peut-être déjà entendu cet acronyme qui veut dire Product Information Manager, avec un référentiel unique qui permet de consolider toutes les informations produits, de les classifier et de les diffuser en temps réel sur tous les canaux de vente. Ensuite, on a le Digital Asset Manager, qui est la médiathèque exhaustive qui va faciliter effectivement le stockage, la visualisation et la distribution de tous les médias, tout type de médias, des photos, des vidéos, des fiches techniques, des fiches de normes. Et enfin, le sujet qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui, c'est le portail de marque. C'est comment, à partir d'un espace où on a contribué, on a consolidé une information produit, on va pouvoir tout de suite la mettre à profit, la diffuser à différents types d'audiences, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit des forces de vente en interne, fournir des outils justement qui soient digitaux, qui soient faciles d'usage pour ses commerciaux, mais aussi de pouvoir rapprocher justement, simplifier les échanges avec tout son réseau de revendeurs, de distributeurs, en propulsant justement son information produit rapidement. Mais aussi, on peut utiliser ce portail pour d'autres usages, par exemple, échanger, pousser des avant-premières à des ambassadeurs de marque, travailler avec des agences de presse pour effectivement pousser des communiqués de presse, des dossiers de presse. Voilà, tout ça, effectivement, sont intégrés dans ce portail de marque. Donc, pour vous expliquer un petit peu le cheminement, comment se passe justement tout l'enrichissement jusqu'à la diffusion de l'information produit, on va vous présenter un exemple de workflow que l'on met en place dans notre solution et qui permet justement à toutes les parties prenantes de pouvoir profiter de la donnée qui existe déjà dans l'entreprise. Donc, il y a des systèmes qui ont déjà des informations, comme l'ERP. On peut avoir d'autres outils qui permettent d'alimenter le PIM en data produit. Et enfin, une fois qu'on a alimenté notre solution avec les données de gestion, les données de codification, eh bien, on va pouvoir signaler aux équipes qu'elles ont du travail d'enrichissement à réaliser. Et donc là, à partir d'ici, on a mis tout un système de tableau de bord qui permet à tout un chacun de retrouver exactement le travail qu'ils doivent réaliser dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et donc, on va passer dans une étape d'enrichissement, où là, on va avoir des chefs de produits qui vont venir saisir des contenus, on va pouvoir travailler avec un studio photo pour justement faire des demandes de visuels, stocker automatiquement les médias en haute définition et de pouvoir gérer des métadonnées autour des médias, des dates d'expiration par exemple, des copyrights, des métadonnées SEO. On va pouvoir faire travailler aussi les équipes e-commerce pour enrichir les descriptifs web, les descriptifs Amazon, les descriptifs pour le portail. On va avoir également la possibilité de faire de la traduction dans la plateforme, que ce soit de la traduction via des traducteurs internes, d'utiliser des outils d'intelligence artificielle comme Google Translate qui permettent de traduire automatiquement justement les datas, ou alors de passer par des connecteurs tiers qui sont des agences en fait, qui peuvent contribuer directement dans notre solution. Et enfin, on peut rajouter des étapes de validation, par exemple une équipe marketing qui va valider des contenus. Là, encore une fois, c'est un exemple de workflow, c'est totalement personnalisable, on peut rajouter des étapes, on peut rajouter des contributeurs, que ce soit des équipes logistiques, des équipes achats, des équipes qualité. Et enfin, une fois qu'on a enrichi la donnée, eh bien, on va pouvoir la diffuser en simultané sur tout un ensemble de canaux, puisqu'on a enfin une donnée qui est fiable, qui est consolidée à un seul et même endroit, et donc on va pouvoir accélérer justement cette diffusion vers tout un ensemble de canaux, que ce soit des canaux web, comme un site e-commerce ou plusieurs sites e-commerce, les marketplaces,
mais aussi tout ce qui va être digital, par exemple alimenter des tablettes vendeurs, alimenter des systèmes de caisse, des bornes tactiles. On va pouvoir aussi faciliter le print, donc la production de catalogues, de brochures, de fiches techniques, d'étiquettes, de PLV. Et enfin, pouvoir alimenter automatiquement le fameux portail de marque dont je parlais effectivement depuis tout à l'heure. Voilà, donc voici vraiment un exemple de workflow, et ce qu'on vous propose, c'est de rentrer vraiment dans l'univers d'Arc international. Et je vais laisser de la main à l'équipe pour justement présenter le projet et présenter effectivement le portail qu'on a mis en place, qu'on a co-construit ensemble. Tout à fait. Donc, au niveau du groupe Arc, on a mis en place, on a déployé la solution Quable, on y reviendra par la suite, et pour notamment utiliser le PIM-DAM et ce fameux portail de marque. Ce portail de marque nous permet de diffuser de l'information en interne comme en externe pour toutes nos marques et pour tout ou partie, on y reviendra puisqu'on peut filtrer de nos produits. Donc, l'intérêt ici de pouvoir adresser sur un seul portable qui, dans le cas présent, est accessible depuis l'extérieur, donc également sur des populations qui ne sont pas très salariées chez Arc, donc comme soulignait Baptiste, ça peut être des équipes pour nos agences de communication, ça peut être des clients, des distributeurs, des fournisseurs, qui vont pouvoir y retrouver globalement ce qu'on va diffuser à propos donc, des 5 marques que l'on adresse sur ce portail, dans lequel on va diffuser les produits. Donc, effectivement, là, on se parle d'un peu plus de 20 000 produits à l'heure actuelle, sachant qu'on choisit ce que l'on souhaite adresser. Donc, sur ce portail, on a choisi d'adresser certaines typologies de produits, d'y envoyer certaines références, mais pas d'autres. Et on peut également, ce qui est intéressant, choisir effectivement la population qui pourra accéder à ce portail. On avait le choix entre un portail ouvert aux tout venants ou un portail avec un accès un peu plus sélectif, ce que l'on a choisi de faire pour savoir à qui nous souhaitions diffuser l'information. L'idée derrière était de pouvoir se dire, d'accord, on souhaite que telle et telle personne, telle et telle équipe puisse se connecter à ce portail et accéder à l'information que nous y diffusons. Et là, rebelote, on est en mesure de choisir l'information que nous souhaitions diffuser, donc de cibler les marques, les catégories de produits, les produits et l'information produit que nous souhaitons y diffuser. Donc au final, sur ce portail qui est en place depuis maintenant 2 ans, on y déploie donc une partie du catalogue de 5 de nos marques, donc Luminarc, Arcopal, Cristal d'Arc Paris, Arcorock, Chef et Sommelier, donc aussi bien des marques B2C que B2B. On a aujourd'hui donc une sélection d'un peu plus de 20 000 produits qui sont présentes sur ce portail avec toutes les informations associées, donc les photos, la fiche technique, les caractéristiques produits, caractéristiques logistiques, commerciales, marketing, etc. On a actuellement plus de 2000 utilisateurs sur ce portail, donc effectivement 2600, et ça continue de grandir régulièrement puisqu'on ouvre de nouveaux accès à chaque fois qu'on en a besoin. Et on a aussi bien, comme je le disais, des accès internes qu'externes sur ce portail, puisque l'idée est de pouvoir diffuser de l'information à l'extérieur de l'entreprise, mais également à l'intérieur, puisque le groupe Arc est une entreprise internationale, implémentée sur de très nombreux sites, et donc il y a un enjeu fort de diffusion et d'accès à l'information, que ce soit pour une équipe commerciale qui a besoin d'accéder à une information marketing ou logistique, par exemple, ou des équipes d'administration des ventes qui ont besoin de récupérer le code douane, par exemple, pour l'export de tel ou tel produit, qui n'ont pas forcément l'information à portée de main. Le portail permet de centraliser l'ensemble de ces informations et d'y donner accès. Ce qui est intéressant également, c'est de voir, comme on peut le voir ici sur la slide, qu'on a globalement une trentaine de contributeurs sur ce portail et qu'avec une trentaine de personnes, globalement, on en alimente aujourd'hui 2600 et encore une fois, ça continue à grandir très régulièrement sur un catalogue de plus de 23 000 produits. Donc on voit qu'avec un investissement en temps et en ressources, je ne vais pas dire faible, ça n'est pas le cas, mais on arrive à adresser par un facteur X qui est très très important le nombre de personnes, de données que l'on peut derrière diffuser. 30 personnes non outillées ne pourraient pas aujourd'hui récupérer, centraliser et mouliner l'information pour la mettre à disposition, je sais pas, par email ou donc ce portail nous permet ça, en tout cas, c'était notre souhait au sein du groupe Arc, que de pouvoir avoir, donc en l'occurrence, essentiellement des chefs de produits, qui puissent centraliser l'information, ça c'est fait automatiquement, l'enrichir et la mettre à disposition d'un public que nous choisissons. Donc en synthèse, nous choisissons les produits, les informations produits et la cible globalement à qui nous souhaitons donner accès. Et on diffuse tout ça via ce portail. Super. Merci.
Et donc du coup, peux-tu parler effectivement des contenus adaptés? Tu en as un petit peu, parlé, mais est-ce que tu peux réintroduire effectivement la Mmh. fiche produit que vous avez pu, modéliser? Tout à fait. Donc l'idée a été, de se dire qu'en fonction des personnes à qui on souhaitait donner accès, au portail, toutes les informations n'étaient pas forcément, pertinentes. Et donc on a choisi les informations que l'on souhaite, pousser. Donc pour un produit, donc là, par exemple, on a une flûte à champagne en illustration, on y reviendra. Donc pour les produits, on va retrouver les informations générales, donc de taille, de poids, de couleur, de matériaux. Donc ce qui peut paraître basique, mais quand on traite, un catalogue de plusieurs dizaines de milliers de produits, de rien, c'est assez important ces informations basiques pour, le transport, pour la distribution et potentiellement pour le client final, si on y connecte d'autres sources de diffusion. Tout ce qui est logistique, et là le gain de temps est assez important, parce que ce sont des informations qui sont généralement assez difficiles à trouver au sein de multiples outils qui sortent un peu du périmètre des outils marketing interne habituels. Donc les différents codes EAN, les différents types de packaging, les différents types de conditionnement. Encore une fois, c'est une entreprise industrielle, donc quand on se parle d'un produit, comme ici cette flûte à champagne, elle existe en réalité en une multitude, ce qu'on va appeler de variants, de conditionnement, de logistique. Donc selon qu'on se parle de la flûte à l'unité, d'une boîte de 6, d'un carton, d'une palette, forcément les informations, les références changent, ce qui peut paraître invisible pour le client final, mais ce qui est primordial pour le fabricant industriel que nous sommes. Donc pour chaque référence, on est en mesure d'afficher les informations de tous ces variants, ce qui était de nouveau essentiel pour nous, pour avoir sur une seule page toutes les informations de toutes les variations possibles d'un point de vue commercial que logistique. Et dernier point, donc la partie visuelle. Donc là, l'attente était extrêmement forte. Nous y reviendrons d'un point de vue métier. Donc là, on change un peu d'aspect. Il s'agit plus de la partie marketing, mise en avant du produit. Parce qu'avoir une fiche produit avec des caractéristiques techniques, c'est bien. Mais si on n'a pas derrière de visuel pour présenter ce qu'est le produit, d'un point de vue commercial et marketing, c'est un peu difficile. Donc là, le portail nous permet de croiser ces deux types d'informations, donc la fiche produit, les informations logistiques commerciales et la partie visuelle. Et on peut donc mettre à disposition pour chacun des produits ce que l'on a en stock pour le visuel principal, comme on le voit ici sur l'illustration, les différentes prises de vue que l'on peut avoir, donc prises de vue en angle, en utilisation, en usage, etc. Et les visuels d'ambiance qui, je reviendrai dessus, étaient une demande métier extrêmement forte, donc pour présenter le produit dans son contexte en utilisation, parce que dans notre cas très précis au sein du groupe Arc, lorsque l'on vend par exemple ici une flûte à champagne, un verre à vin par exemple, si on ne le voit pas en action dans son contexte, il est beaucoup plus difficile de faire la différence entre un produit et un autre, ne serait-ce que pour des questions d'échelle, de rendu et d'environnement. C'est particulièrement utile par exemple pour des produits de type B2B, pour qu'un cafetier, un hôtelier ou un restaurateur puisse visualiser le produit dans son environnement d'usage. Donc on peut pousser via le portail ces différentes catégories de visuels et les classifier en fonction de leur nature. Donc est-ce qu'il s'agit d'un visuel d'ambiance, est-ce qu'il s'agit du visuel du packaging, est-ce qu'il s'agit du visuel du produit, etc., etc. Donc on diffuse les informations générales du produit, de taille, de poids, de type de matériaux, etc. Les informations logistiques et commerciales, et les visuels qui sont classifiés en fonction de leur nature. Chacune de ces typologies d'informations s'adressant généralement à une typologie de public un peu différente, mais toutes et tous peuvent y accéder à un seul et même endroit de manière centralisée et venir piocher dans ce qui les intéresse. Merci beaucoup Benoît, et du coup pour illustrer, l'image qu'on voit à droite de l'écran, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir, concrètement à quoi cela ressemble. Donc on va retrouver notre, flûte, justement à champagne qu'on avait, tout de suite à l'écran, cette fois-ci en live dans notre portail. Et donc pour reprendre les propos de Benoît, effectivement, vous allez pouvoir, retrouver en fait toutes les informations qui sont, contribuées, mais uniquement celles que vous souhaitez restituer auprès de votre distributeur. Donc là, il y a par exemple des données, fiches produits, des données logistiques par exemple. On va retrouver des informations produits, avec par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un produit décoré, d'un matériau commercial, la couleur principale, etc., etc. Puis on va retrouver aussi tout l'aspect, description marketing par exemple. Donc ça, c'est extrêmement simple de retrouver ces informations. Et à partir d'ici, on va pouvoir, sur cette fiche produit, la partager par exemple par email. Donc là, on peut la partager via Gmail, via Outlook. On peut télécharger une plaquette PDF de ce produit. Et donc là, quand je clique ici, je retrouve une fiche produit standardisée avec exclusivement les informations que je souhaite produire. Et donc là, on retrouve l'ensemble des informations qui sont générées. Ça prend un clic dans la plateforme.
Ensuite, je peux également dire que je veux télécharger cette fiche produit ou tous les assets un petit peu plus tard, et donc je la mets dans un panier de téléchargement qui vient s'ajouter en haut de la plateforme. Et derrière, je vais retrouver, comme le disait Benoît, tous les axes de variation de mon produit, par exemple, avec différents types de poids, de hauteur, de longueur, etc. Et enfin, je vais pouvoir retrouver tout l'aspect visuel, où là, je peux avoir différentes catégories de visuels. Donc, Arc International, on fait le choix d'avoir 4 types de visuels, des photos principales, des photos du packshot, des photos d'ambiance et des photos de packaging, par exemple, comme ceci. Et donc là, je peux ouvrir, par exemple, ces informations, ces médias en panorama, et donc de pouvoir faire défiler ces médias et les télécharger quand je le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter rapidement la vue sur la fiche produit. Derrière, vous pouvez naviguer à partir du tableau de bord dans tous les univers de la marque. Donc là, par exemple, donc, il faut préciser aussi que c'est responsive design, donc c'est-à-dire que toutes les cartes que vous voyez ici sont facilement aussi cliquables sur tablette. Et donc, si je vais, par exemple, chez Chef et Sommelier et dans le Flatware, en fait, je vais retrouver tous mes produits qui sont disponibles en format vignette ou en format liste, et je vais pouvoir soit venir les télécharger, les mettre dans un panier de téléchargement, les placer en favoris, ou alors consulter directement la fiche produit. Voilà, on a aussi l'aspect média, où là on va retrouver effectivement tous les différents types de médias, et là par exemple je vais retrouver tous mes visuels d'ambiance, que je peux venir télécharger unitairement ou télécharger un petit peu plus tard. Et donc ce portail offre une expérience de marque et produits qui facilite justement la récupération des données pour vos distributeurs, et surtout cette expérience est embellie, améliorée avec la possibilité justement de personnaliser. Donc là vous avez la possibilité en quelques clics en fait de personnaliser tout, donc bien évidemment les utilisateurs, mais surtout le design de ce portail. C'est-à-dire que derrière, tous les éléments qui sont ici, que vous retrouvez ici, aussi bien le logo, la page de login, le favicon, la police, vous pouvez choisir jusqu'à une douzaine de polices, et la couleur des boutons vous permet vraiment d'offrir une expérience à vos couleurs aux utilisateurs qui viendront se connecter sur ce portail. Et donc derrière, par exemple, la page de connexion sur le portail d'Arc ressemble à celle-ci. Voilà. Voilà très rapidement pour illustrer le propos de Benoît juste avant. Je ne sais pas si tu voulais compléter par rapport à ce que je viens de montrer. Globalement, la démo, je pense, est assez parlante. Je me contenterai de réinsister sur le fait que la force de ce type de solution est surtout de pouvoir sélectionner, discriminer la typologie d'informations que l'on souhaite envoyer, ce qui, d'un point de vue tant technique, et je laisserai Julien revenir dessus, que d'un point de vue métier, est indispensable, puisque forcément, en tant que fabricant industriel, on a énormément d'informations sur nos produits. Ce n'est pas pour autant qu'on souhaite tout mettre à disposition de tout le monde. L'intérêt du portail est de pouvoir diffuser l'information, mais de pouvoir également choisir l'information que l'on met à disposition. Donc là, on a identifié des cibles et des métiers très clairs à qui on souhaite donner accès à ce portail, et on met à disposition l'information que l'on souhaite donner à ces personnes. On imagine bien que, par exemple, des personnes de l'agence de presse n'ont pas forcément ni besoin ni envie d'avoir le même niveau d'information qu'un fournisseur ou qu'un partenaire industriel. Bien sûr. Alors, pour vous, quel a été le déclic justement pour mettre en place le portail de marque? Alors sur le portail, très spécifiquement, parce que comme tu dis, il y a aussi les PIN-modem, etc. Globalement, on a eu 2 points qui étaient hyper importants. C'est qu'effectivement, on a beaucoup de contenu présent et diffusé sur nos produits mais dans différentes équipes, différents endroits de l'entreprise. Encore une fois, on a un groupe international et implémenté sur de très nombreux sites géographiques. Donc là, ça nous permet de centraliser l'intégralité de la production de contenu au sein de ces produits, ce qui avant n'était pas le cas, puisqu'encore une fois, on est éparpillé un peu partout dans le monde. Et on avait quelques difficultés de transmission, je le disais, de l'information, ce qui est inhérent forcément à la taille et à la structuration globalement du groupe. Comment ça se traduisait? Ça se traduisait par 2 exemples, je pense, assez parlants. D'un point de vue imagerie, donc photographie, on produit une quantité d'images qui est assez importante. L'unité ici est la dizaine de milliers de photographies pour donner une échelle. Donc quand on arrive sur ces niveaux-là, il est vite un peu compliqué de s'y retrouver si on n'a pas un système de classification précis et ou un système nous permettant de rattacher la bonne photo au bon produit. Donc, je pense que Julien pourra compléter le cas échéant, mais on arrivait à un niveau où on commence à avoir des difficultés
à naviguer dans toute cette masse de photographies. Le deuxième point, le deuxième exemple qui, je pense, illustre parfaitement le point et en quoi le portail nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est la sollicitation en interne de nos équipes. Je vais prendre un exemple. Globalement, certains de nos auditrices, auditeurs doivent potentiellement connaître, à savoir un client, fournisseur, partenaire, peu importe, qui appelle une assistante ou un assistant. Lui, il me faudrait, je sais pas, le poids, par exemple, de la palette de ce produit, parce que mon transporteur a besoin de l'information. Situation avant portail, oui, attends, je cherche dans les X outils internes que l'on a. 5 minutes après, autre client, attends, salut, il me faudrait la photo de ce produit-là pour un flyer, une leaflet ou que sais-je. Et de nouveau, 10 minutes après, sur le produit précédent, un autre fournisseur, salut, il me faudrait une information X ou Y. Donc une sollicitation continue de certains de nos collaborateurs pour des choses qui au final sont assez répétitives et qui sera assez simple à traiter en mettant justement à disposition cette information, ce que nous a permis, après quelques ajustements, le portail de marque. Donc se retrouver dans la masse de contenu très importante qui est produit, puisqu'on a encore une fois une volumétrie de produits et d'informations très importante, et derrière la transmission de cette information, puisqu'on avait des sollicitations internes très importantes et répétitives, pour des choses qui prennent du temps à traiter, puisque les informations étaient éparpillées dans beaucoup d'outils internes. Là, l'idée a été de centraliser et envoyer à l'externe. Je ne sais pas si Julien, tu souhaites rajouter quelques petites choses, notamment peut-être d'un point de vue technique sur l'organisation avant, qui ont justifié le portail. Oui, c'est-à-dire qu'on a un ERP qui est très industrialisé, qui est vraiment très spécifique au monde de la production. Donc le but, c'était quand même de recentrer un peu ce dont on avait besoin pour nos équipes commerciales et nos clients. Donc ça a été un gros défi parce qu'on a énormément de données à filtrer. Et ensuite, concernant les photos, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un studio photo interne qui produit un contenu monstrueux de photos de très bonne qualité. Et le but, c'était d'essayer d'imbriquer un peu tout ça. C'est les données aussi bien qui peuvent paraître industrielles avec des données qui peuvent être marketing. Et pour ça, le portail Quable, il y répond puisque assez simplement, on peut faire ingérer au système l'ensemble de nos données et on peut filtrer assez facilement ce dont on a besoin. Super. Merci beaucoup. Alors, comment faire adopter le portail justement en interne? Quelles ont été pour vous les bonnes pratiques justement à conserver, à avoir en tête quand on veut déployer son portail en interne? Et je vais commencer peut-être d'un point de vue métier et Julien pourra embrayer sur les best practices côté intégration et déploiement. Côté métier, voilà, premier point à ne surtout pas négliger, c'est qu'on se parle d'équipes en place qui fonctionnaient et qui fonctionnent avant le déploiement de ce type de solution. Il serait illusoire de se dire avant l'entreprise ne fonctionnait pas du tout et pour aussi utile et pratique que soit l'outil Quable, le portail Quable permet à l'entreprise de tourner, ce qui n'était pas le cas avant. Non, bien évidemment, l'entreprise avait un mode de fonctionnement avant qui n'était peut-être pas optimum, qu'il est sans doute possible d'améliorer, mais qui fonctionnait. Donc les équipes ont des habitudes de travail, des modes de fonctionnement potentiellement très ancrés, qui peuvent remonter à un certain temps, et qui ont pour la plupart fait leurs preuves avec des limites dont on est conscient, mais qui fonctionnaient jusqu'à présent. Donc c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte et il faut, dans la mesure du possible, mettre en place, comme le soulignait Baptiste, mettre en place des workflows dans cette typologie d'outils et il faut vraiment faire en sorte que ces workflows se calquent le plus possible sur les habitudes préexistantes lorsque cela est possible pour faciliter l'adoption et permettre tout simplement aux équipes d'être le plus efficaces possible. Encore une fois, ne pas penser qu'on arrive avec un outil miracle qui va résoudre tous les problèmes par sa simple existence. Il y a des réalités terrain, il faut les prendre en compte en amont pour faire matcher justement le terrain et l'outil. Et c'est là que l'outil peut montrer toute sa valeur ajoutée. Oui, j'ajoute qu'il faut absolument faire participer le métier dans ce genre de projet. Si on reste centré sur quelques personnes, ça ne va pas marcher. Il faut absolument aller sur le terrain et identifier ce dont les personnes ont besoin et leur quotidien en fait pour vraiment essayer de faire épouser leurs besoins avec le produit, ce que le produit peut proposer. Donc il faut vraiment impliquer le métier là-dedans.
Tout à fait. Et le corollaire, on vient de voir s'afficher, c'est que forcément, on est toutes et tous humains, c'est logique. Et en tant qu'humain, le changement, c'est compliqué, ça fait perdre du temps. Et le temps en entreprise, on sait tous que c'est ce que l'on a de plus précieux. Ça fait perdre du temps. C'est potentiellement une remise en cause de nos manières de travailler. On y reviendra juste après, avec des logiques un peu différentes. Donc forcément, il y a une certaine résistance, une forme de résistance par rapport à ces changements, a fortiori lorsqu'on se parle de changements techniques. On n'est pas toutes et tous égaux face à des outils techniques. Et donc ça rejoint ce que Julien vient de dire. Il faut impliquer le métier en amont, tant sur les process, les workflows, que sur l'explication. Et ça, j'insisterai jamais assez là-dessus. Expliquer, accompagner, passer du temps pour passer outre justement cette résistance au changement qui normalement sera relativement si en amont, comme dit Julien, on a bien pris le temps d'intégrer les équipes dans la définition des besoins et des workflows pour justement minimiser ces frictions. Pour donner une idée, le déploiement complet, ça a été progressif pour arriver à la version finale du système, a pris quasiment 1 an, si je dis pas de bêtises, Julien, en interne, entre les premières phases de débauche et le déploiement des versions finales, quasiment eu 1 an de travail, une quantité d'ateliers assez importante. Merci. Quand on commence à tirer sur une ficelle, en fait, on commence à faire dérouler la plotte et on se rend compte qu'en fait, le métier a des besoins assez spécifiques et ça va beaucoup plus loin que la simple vision, par exemple, de nous, d'un informaticien qu'on peut avoir d'un système. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut l'imaginer. Oui, c'est que le 3e point sur la slide illustre parfaitement la chose en 2 mots, et ça peut parler à beaucoup de gens, je pense. Comme le dit Julien, on a un studio photo qui produit énormément d'images de très bonne qualité, très variées. C'est une vraie force chez Arc, mais qui a induit de manière logique un comportement, une habitude ancrée, qui était de rechercher avec une clé d'entrée qui était l'image. Qu'en interne, on cherchait une image. Je caricature, bien évidemment, mais si on avait un shooting en bord de mer, un peu pique-nique, et je vais chercher cette typologie d'image. Sauf que là, sur le portail que l'on a déployé, et donc le PIM et le DAM, c'est une logique produit. À savoir que l'on recherche un produit et l'on va trouver, comme l'a démontré Baptiste, les images rattachées à ce produit. La logique est donc assez différente. Et ça, comme le dit Julien, c'est pas quelque chose qui se voit lorsque l'on fait des plans de déploiement techniques ou métiers, qu'on écrit des workflows, qu'on se dit qu'on va utiliser telle API, qu'on va envoyer tel flux. Et ça, c'est le genre de choses que l'on ne détecte qu'en passant du temps avec les équipes qui vont être concernées et impactées par ce genre de déploiement, et en travaillant justement ce déploiement avec elles. Et il n'y a qu'en fonctionnant comme ça qu'on peut se rendre compte que, d'accord, en fait, eux, leur logique, c'est ça. Et de fait, nous, on amène un outil qui fonctionne un peu différemment. Donc, il va forcément avoir une phase de transition, d'accompagnement, d'explication pour montrer les gains qui vont être amenés par ce changement de logique et trouver les manières, les modes de fonctionnement, les workflows qui vont pouvoir réduire ces frictions. De nouveau, en synthèse, impliquer les équipes concernées encore et toujours, on ne le dira jamais assez. Ce type de solutions peuvent paraître, elles sont géniales, mais peuvent paraître essentiellement techniques, alors que non, elles impliquent avant tout les personnes, les utilisateurs et les utilisatrices. Donc elles impliquent les équipes, des hommes, et donc il faut passer du temps avec. Merci beaucoup. J'ajouterais que ça concerne un peu tous les produits du marché. Qu'apporte cette typologie, tout le monde est concerné par ça. Ouais, tout à fait. Et donc, les 3 clés, justement, pour rendre le PIM au centre, au cœur de votre organisation? Comme il a fallu consulter beaucoup le métier, comme le disait Julien, en tant que groupe industriel, on produit à différentes échelles une quantité d'informations qui est juste énorme en termes de volume, et je pense que énorme est encore en deçà de la vérité, véritablement. Et donc, et là, je vais peut-être laisser Julien, qui a beaucoup plus travaillé ce point-là détaillé, mais il faut effectivement penser à la manière dont on va structurer ces données. Parce que mettre à disposition, l'outil permet, encore faut-il savoir ce que l'on veut pousser. Et là, il y a un point qui est très important. Julien, je te laisse éventuellement en parler. Non, mais c'est vraiment de faire un état des lieux de l'ERP source, celui qui va nourrir le portail et le PIM. C'est vraiment de voir un peu comment les systèmes se communiquent entre eux. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment regarder ce qui existe au niveau de notre système d'information pour justement faire en sorte que ce que le métier souhaite, ça puisse être mis en place assez facilement. Et je pense que ce travail de facilitation, il passe vraiment par un gros travail de
on va dire, de faire un paysage système qui soit le plus exhaustif possible. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet état des lieux, on peut voir si, par rapport au cahier des charges qui a été soumis par le métier, on peut facilement mettre en place des actions. Et le cas échéant, à ce moment-là, est-ce qu'il faut adapter notre ERP? Est-ce qu'il faut adapter un middleware pour que notre ERP puisse nourrir facilement le PIM? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il y a un gros travail de fond sur vraiment faire une photographie de l'état des lieux de notre système d'information. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que ce travail en amont est fait, on a donc une cartographie normalement à peu près claire des données que l'on souhaite exploiter, la manière dont on souhaite les intégrer dans l'outil, donc ici le portail, et les mettre à disposition. Et ça permet de fait de passer là du temps avec les équipes pour les former. Donc premier point, effectivement, cartographie des données. Deuxième point, formation à l'outil, pour que les utilisateurs ne soient pas mis devant le fait accompli et devant quelque chose de nouveau. Et ça permet de mettre en avant également les gains tout simplement métiers induits par tout ce travail qu'a évoqué Julien, qui a été fait en amont. Donc si on prend notre exemple du groupe ARC, d'illustrer le fait qu'on va passer d'un mode de travail où tu es pendu à ton téléphone ou ta boîte mail à envoyer de l'information, à maintenant tu vas pouvoir en 5 minutes répondre à ton client, écoute, je t'ouvre un compte sur le portail, et tu vas pouvoir dire à ton client, maintenant tu te connectes et tu auras en temps réel l'information que tu souhaites avoir, même si on est sur un autre créneau horaire, par exemple, on travaille à l'international, donc plutôt que de m'envoyer un mail à, pour moi, mon heure locale, 3h du matin, où tu auras donc ta réponse pour toi le lendemain, donc 48 heures de perdu. Là, monsieur le client, à n'importe quel moment, tu te connectes et tu as l'information. Donc ça change la manière de travailler, mais ça permet, en accompagnant les utilisateurs, de montrer justement les gains induits par ce type de produit, et donc justement de passer outre ces frictions et ces résistances au changement, si tant est qu'on ait bien fait le travail en amont, de comprendre le besoin métier et d'adapter les workflows et les sources de données aux besoins métiers. Ce qui derrière, après, permet, c'est un retour d'expérience également qu'on a eu effectivement au sein du groupe ARC, ce qui permet aussi de capitaliser sur certains utilisateurs qui vont tout de suite potentiellement voir l'attrait de la solution pour leur typologie de métier, et ou qui sont peut-être un peu plus friands de ce type de nouveautés, et s'appuyer sur eux également pour évangéliser et diffuser en interne, puisqu'en tant que chef de projet ou autre, on aura toujours globalement cette petite distance par rapport aux utilisateurs, ce petit doute de oui, il me vend sa soupe, mais parce que forcément c'est son produit. Et lorsque ça vient des utilisateurs, effectivement, ça permet de mieux transmettre l'information, et eux en plus auront une vision encore plus métier que la nôtre, beaucoup plus précise, même si normalement, de nouveau, il faut passer le temps nécessaire et suffisant en amont pour bien s'imprégner des besoins métiers. Je pense que vous aurez compris que c'est vraiment notre principal retour d'expérience là-dessus. Super, merci beaucoup. Et donc, du coup, quels sont les retours aujourd'hui de votre utilisation au sein du groupe ARC de ce portail, justement, au niveau aussi bien de vos collaborateurs que de vos partenaires externes, finalement, vos distributeurs? Et j'irais même jusqu'à dire, même d'un point de vue technique en interne, je laisserai Julien développer. Nous, d'un point de vue métier, on va avoir 2 types de populations concernées. Les populations internes, comme on le disait. Population interne, l'intérêt, principal intérêt, c'est le gain de temps qui est très important, soit parce qu'on passe moins de temps à répondre aux sollicitations externes, soit parce qu'en interne, on récupère nous-mêmes l'information plus vite. De nouveau, on a toujours d'ailleurs, en interne, un portefeuille d'outils assez important. Là, ça permet de centraliser l'information produit, et donc pour les utilisateurs d'avoir une seule clé d'entrée, et non pas se dire alors ça, cette information, elle est où? C'est tel outil, là il me faut l'autre, il faut que j'aille dans tel autre outil, mince, il ne m'efforce pas la donnée dans le même format, il faut que je fasse une moulinette ou quelque chose. Là, on a tout à un seul endroit. Donc ça, les utilisateurs apprécient énormément. S'ils travaillent bien fait en amont, il y a toutes les données dont ils ont besoin, un endroit, ils recherchent le produit, ils ont l'information. En externe, c'est un peu la même chose. Savoir que le distributeur, le client, le fournisseur, le partenaire, peu importe, globalement, plutôt que de devoir sans cesse nous contacter, lui, globalement, peut, comme je disais, se connecter à n'importe quel moment et derrière trouver l'information dont il a besoin, et éventuellement, s'il a besoin d'une information extrêmement spécifique qui n'est pas sur le portail, à ce moment-là, nous contacter. Mais ça réduit de manière énorme les points de contact nécessaires, et donc ça réduit énormément le temps de traitement
derrière des workflows, puisqu'on n'a plus besoin d'appeler, d'envoyer des mails, d'attendre les réponses, etc. Et ça, effectivement, ça a beaucoup plu, de la même manière que le fait de pouvoir récupérer toutes les photos, on parlait beaucoup de visuels jusqu'à présent, sur les fiches produits, a permis également d'enrichir pas mal la diffusion d'informations et ce que l'on peut mettre à disposition en termes d'asset marketing auprès de nos distributeurs, puisqu'avant, avec une logique photo, il fallait se souvenir que j'ai potentiellement, parce qu'encore une fois, on a une masse de photos très importante grâce à notre studio, il fallait se souvenir que j'avais potentiellement, sur ce produit qu'on a sorti il y a quelques années, telle et telle photo. Et on a peut-être oublié qu'on avait d'autres shoots très qualitatifs et très pertinents pour ceux qui ont ce distributeur. Là, avec les intégrations qui ont été mises en place, et Julien reviendra dessus, les photos s'associent automatiquement au produit. Et donc, de fait, si on refait un shooting d'un produit, même des années après, la fiche produit s'enrichira automatiquement de ces nouvelles photos et on aura immédiatement toutes les photos de ce produit à disposition. Et on retombe de nouveau sur ce principal gain métier qui est le gain de temps et auquel je rajoutais le gain d'exhaustivité, de fiabilité de l'information, parce qu'on a bien toutes les informations, y compris photos, ce qui était important pour nous au sein du groupe ARC. Et les informations sont a priori plus fiables, puisqu'il n'y a plus de traitement manuel ou presque, Julien reviendra dessus, ça passe par des flux et des appels API. Et derrière, l'information est de fait fiable, parce qu'on n'a plus de traitement manuel de je prends mes fichiers, que je copie-colle, je fais mes recherches V, on a tout à un endroit. Oui, c'est ça en fait, c'est que nous, en fait, on a développé des programmes qui peuvent qui génèrent en fait tous les soirs des fichiers d'import qui sont en fait demandés par le PIM. Et donc en fait, on a établi des tâches planifiées qui font des requêtes au sein de notre ERP, sélectionnent les champs dont on a besoin, regarde si le cycle de vie produit est correct. Si c'est pas le cas, alors il va le désactiver automatiquement sur le PIM. Donc tous les soirs, en fait, au lendemain, on a des données qui sont à jour par rapport à notre système d'information à J-1. Idem pour les photos, en fait, comme on a un gros volume de photos qui sont demandées par les équipes marketing, en fait, les équipes photos disposent d'un portail qu'on a développé pour eux, qui permet de sélectionner des photos, les associer automatiquement à des produits qui existent dans notre ERP, génère des fichiers d'import qui sont automatiquement également lancés toutes les nuits dans le PIM Quable pour que l'information soit disponible le lendemain. Tout à fait. Donc on est quasiment sur du temps réel, hein, c'est ce qu'on disait. Voilà, l'information. J+1 et quelques heures en moins. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tâches planifiées viennent par effectivement la brique PIM qu'on n'a pas montré en démo aujourd'hui, mais qui est vraiment l'outil de contribution. Et derrière, le catalogue produit sur le portail, en fait, est le miroir de ce qui existe dans le PIM. Oui, exactement. Oui. Voilà, donc pour effectivement faciliter la mise à disposition. Une fois que toute la donnée est centralisée et consolidée dans le PIM et le DAM, pour les visuels et les fiches produits, en fait, automatiquement, il vient se déverser. Pour le coup, il n'y a plus aucun job à prévoir par les équipes d'ARC pour effectivement mettre les informations entre le PIM et le DAM et le portail de marque. Et y compris au niveau, pas que des photos, hein, de l'information, une mise à jour, par exemple, je vais prendre un cas fictif, mais imaginons que pour une raison X, Y ou Z, une caractéristique du produit change, parce que on a augmenté la taille, on a changé le matériau pour un matériau plus qualitatif, par exemple. Imaginons cas fictif qu'un verre était en verre et que la nouvelle version soit en cristal, par exemple, ou que la couleur change un peu, que la taille change un peu, peu importe. Globalement, s'il y a une mise à jour qui est faite, elle est poussée automatiquement et on retrouve automatiquement cette nouvelle information au sein du portail. On n'a plus cette problématique d'avoir des anciennes versions potentiellement de PDF, de fichiers Excel ou autres qui traînent dans les boîtes mail, qui traînent on ne sait où, avec mince, quelle est la bonne version. On a systématiquement la dernière version de l'information en date, si de nouveau il y a des changements. De nouveau, ce côté mise à jour temps réel est hyper important. Le côté métier permet de se dire, ok, la dernière version de l'information, la vraie version, elle est là. Point unique d'entrée. Alors, juste avant de répondre, parce que je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions dans le chat, on va conclure sur justement comment déployer sereinement son portail, comment cela a été fait côté groupe ARC. Quels sont vos conseils ?
Je pense qu'on en a, on en a beaucoup parlé, hein. Effectivement, l'état des lieux en amont, et là, je pense que Julien sera d'accord, j'en suis convaincu, qu'il y a un travail entre les équipes dites techniques et les équipes dites métiers qui est indispensable. C'est-à-dire que d'un côté, on veut un gain métier, on veut potentiellement un gain technique, mais on ne peut pas chacun courir dans notre couloir. Il faut un travail en amont pour auditer la donnée existante, les outils existants et avoir un état des lieux clair et complet. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises, on peut avoir tendance à sous-estimer cette phase qui est pourtant capitale, puisque tout le reste va en découler globalement. Oui, tout à fait. Super. Effectivement, réaliser un cahier des charges, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant, parce que globalement, on se retrouve face à des solutions qui offrent énormément de possibilités. Et la question, c'est globalement, nous, qu'est-ce que l'on veut? Tant d'un point de vue métier, de nouveau, que d'un point de vue technique. Et les deux doivent être associés. Donc, d'accord, dans ces cas-là, si on a un cahier des charges, voilà quels sont nos besoins, et globalement, venir piocher dans les possibilités offertes par la solution pour réaliser ce cahier des charges. Sinon, globalement, on va utiliser du temps et des ressources pour déployer des fonctionnalités ou des choses dont le métier ou la technique n'a pas forcément besoin, ce qui s'avère être au final, de fait, une perte de temps, forcément. Oui, il faut bien cadrer et ne pas hésiter à faire un POC si on a l'occasion de le faire. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça peut mettre à l'épreuve une application par rapport à nos besoins. Et je pense que ça aussi peut découler du choix de la solution que vous souhaitez. Et même en interne, un côté métier, puisque même si on consulte énormément les équipes, ces dernières peuvent avoir une certaine compréhension, une certaine vision des choses. Et s'il est possible de faire des POC au fur et à mesure du déploiement, ça permet effectivement au métier de se confronter à ce qui est en train d'être développé, voire déployé, et donc de vérifier si leur compréhension du besoin exprimé ou des possibilités offertes matche bien globalement avec la réalité du terrain. Et c'est très précieux également, et c'est un gain de temps et de satisfaction utilisateur derrière très, très important. Et donc pour ça, effectivement, il n'y a pas de secret, hein, ça implique beaucoup de préparation en interne, préparation et accompagnement, donc préparation technique, préparation métier, accompagnement technique, accompagnement au changement, de nouveau les fameuses résistances au changement. Et c'est un travail au long cours, globalement, si on veut faire ça bien, mais il faut le voir comme un investissement, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Je pense que même d'un point de vue technique, on confirmera qu'en quelques appels API, on pourra exporter toute la donnée qu'on veut dans l'outil et mettre ça en prod. Pour autant, ça ne donnerait pas satisfaction, et donc il faudrait passer un temps fou au final à tout refaire. Donc ce temps que l'on passe en amont à consulter les équipes métiers, à auditer la data source et les ERP sources en interne, c'est au final du temps et de l'efficacité que l'on gagne à la fin du projet, parce que ce qui est déployé est a priori à peu près fonctionnel. Alors après, il y a toujours des petites choses à revoir. Une fois que c'est en prod, on a eu quelques allers-retours, notamment avec les équipes de Quable, pour pouvoir ajuster certaines choses sur base des retours métiers, justement, qui ont été le fil rouge tout au long du projet. Donc, Quable a pu mettre à disposition un certain nombre de choses qu'on a pu derrière remettre en production. Et aujourd'hui, effectivement, les utilisateurs sont plutôt satisfaits, mais il y a un gros travail d'accompagnement en amont, ça me paraît être capital. Super. Tout à fait. Bien, merci messieurs, le webinaire touche à sa fin. Merci Benoît, merci Julien. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les 10 dernières minutes pour répondre aux questions qui sont déjà nombreuses sur le chat. Alors, la première question, je vais y répondre. C'est Charles S. qui demande comment et où sont gérés les accès utilisateurs et les rôles dans la plateforme. En fait, vous avez la possibilité de vous connecter, donc déjà de vous connecter avec votre login mot de passe ou de passer par des comptes Gmail, par exemple, pour vous connecter sur la plateforme. Vous avez aussi la possibilité de gérer, de laisser la possibilité à vos distributeurs ou collaborateurs de s'inscrire directement sur le portail. Ça fait une demande de création de compte auprès de l'administrateur qui peut choisir ou pas de laisser un accès. Et ensuite, derrière, vous pouvez effectivement gérer différents types de rôles dans l'interface d'administration. Et enfin, vous avez aussi une fonctionnalité qui s'appelle Audience, qui permet de segmenter la visibilité du catalogue, que ce soit au niveau des produits, au niveau des variants, au niveau des médias, en fonction des différents types d'audience. Par exemple, si vous avez des distributeurs pour lesquels vous avez des produits exclusifs, eh bien effectivement, uniquement ces personnes qui auront été flaguées dans le rôle
distributeurs, dans le rôle idoine, du coup, ne verront que ces médias, les bons produits et les bonnes variations de produits. Voilà pour la première question. Il y a Angela qui vous pose la question, alors ça sera pour vous, Julien et Benoît. Aviez-vous un portail pour vos clients avant celui-ci? Et si oui, combien de temps avez-vous mis pour retrouver le même nombre d'inscrits? Oui, alors oui, enfin, on avait un portail qui était plus un portail de médiathèque, on va dire. C'était vraiment très, très tourné photo. Qu'on avait un peu trituré pour que cette application accepte des données produits. Mais bon, c'était un peu une application fourre-tout. Et sur ce modèle-là, on était dans les 700 utilisateurs. Et le problème de cette application-là, c'est qu'on devait payer pour chaque compte client qu'on devait créer dans l'application. Alors qu'avec le PIM, avec le portail Quable, en fait, on n'est pas limité. Et ce qui nous permet d'avoir eu un retour client beaucoup plus important. On a beaucoup plus de comptes qu'auparavant. On peut l'ouvrir plus facilement à nos clients. Donc, en fait, le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Et en quelques semaines, on avait même dépassé ce qui existait sur notre précédent portail. Je rajouterais même que d'un point de vue métier, il y a nombre de comptes et également utilisation. Les retours montrent que le portail de marque est aujourd'hui beaucoup plus utilisé que ne l'était l'ancien système, qui avait ses atouts, mais qui pêchait aussi, comme disait Julien, par un certain nombre de choses, ce qui, je pense, a fortement réduit son adoption au fil du temps, là où le portail de marque étant fait pour justement faire matcher ces informations images, produits et mettre à disposition, génère un taux d'usage sensiblement supérieur. Sûr. Et pour mesurer les taux d'usage, vous pouvez aussi, c'est des choses qu'on n'a pas forcément montrées dans le portail, parce qu'on a uniquement montré les principales fonctionnalités. Vous pouvez connecter un compte Google Analytics pour justement voir les statistiques d'utilisation qui sont faites dans la plateforme. Alors, autre question qui va vous concerner, quelle formation pour vos clients pour s'approprier justement ce nouveau portail? Effectivement, il y a donc l'accompagnement interne, donc au niveau de nos collaborateurs. Donc là, forcément, nous avions la main beaucoup plus facilement. Donc là, on avait mis en place un certain nombre d'ateliers, un certain nombre de formations. On passait beaucoup de temps également en continu, Julien et moi notamment, mais pas que, à se mettre à disposition pour répondre aux questions, pour refaire des démonstrations au besoin. Également former des key users, des ambassadeurs qui en interne pouvaient derrière aller répondre la bonne parole et montrer un peu l'usage du tout. Et pour l'externe, on s'est beaucoup basé sur ces ressources en interne que nous avions nous-mêmes formées, puisque par exemple quand une assistante ou un assistant ouvre un accès ou fait une demande d'accès pour un de ses clients, partenaires ou distributeurs, il lui explique rapidement comment ça marche. On a créé en interne, nous, un certain nombre de documentations adaptée à notre portail, parce qu'il y a une documentation Quable générique, on va dire, mais comme chaque portail est personnalisable avec sa propre arborescence de données, forcément, ça ne peut pas couvrir tous les cas de figure. Donc, on a produit un certain nombre de documents, de formations, de présentations en fonction des cibles, de nouveau, puisqu'on ne diffuse pas la même information partout. Et que les assistants, chefs de produit, responsables communication, marketing ou autres qui ouvrent des comptes peuvent derrière transmettre en explication à la personne pour qui sollicite un nouveau compte. Donc 2 points, formation interne assurée par nos soins et par un panel documentaire qu'on a mis en place en partant de la documentation générique Quable, mais en l'adaptant à une autre plateforme personnalisée. Et pour les comptes externes, justement, ces personnes en interne qui sont formées se font le relais avec une documentation cette fois-ci adaptée à l'externe vers les personnes à qui elles ouvrent un accès. Après, pour les fonctionnalités dites, l'outil est assez au final simple et ergonomique. Comme vous l'avez vu, on a un moteur de recherche, on tape derrière ce que l'on cherche en termes de références, de produits ou autres, les résultats s'affichent, on clique. Pour les fonctionnalités de base, la prise en main me semble relativement rapide. Après, effectivement, il faut un petit peu de formation sur aller chercher toutes les fonctionnalités avancées offertes par la plateforme. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on va tâcher si jamais de répondre à un maximum de questions. Je vois qu'il y en a encore beaucoup. Si jamais on ne répond pas à toutes les questions, on vous enverra bien évidemment, on fera le suivi par email. Alors,
La question suivante, c'est existe-t-il plusieurs versions du portail? Donc ça, je vais répondre, je vais prendre la main sur cette question. En effet, il est possible d'avoir plusieurs portails alors, pour plusieurs usages. Par exemple, ça peut être d'avoir un portail interne, un portail externe. Vous pouvez avoir un seul portail pour gérer ces différents types d'audience. Ça, c'est vraiment selon les choix de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité d'avoir un portail, par exemple, par marque. Si on est dans un groupe multifilial, on peut tout à fait imaginer avoir un portail pour une marque et avoir d'autres portails pour les autres marques que du groupe. Donc là, effectivement, il est tout à fait possible de connecter plusieurs portails au PIM, puisque dans le PIM, vous allez pouvoir gérer vos arborescences vers ces portails, et donc d'avoir des arborescences qui soient différentes, avec des catalogues de produits et des catalogues de médias qui sont différents d'un portail à un autre. Voilà. Il y a une autre question qui vous concerne, c'est donc toute l'info est désormais diffusée sur le portail, donc vous n'avez plus de serveur interne, point d'interrogation. Je vais peut-être introduire et Julien va compléter. Dire si c'est non. On a tout le portail, on a conservé nos outils internes, bien évidemment. Le portail vient en complément. D'un point de vue métier, je laisserai Julien compléter sur la technique. D'un point de vue métier, on choisit les informations qu'on souhaite diffuser sur le portail. Donc schématiquement, on va récupérer de l'information dans un nombre X d'outils et de serveurs internes qui vont être centralisés dans le PIM et donc sur le portail, pour l'usage au clandestin du portail. Mais chaque outil interne, ils sont nombreux, existe pour une raison précise et dispose de lui-même beaucoup plus de données que ce que l'on envoie potentiellement dans le portail et garde sa raison d'être auprès de certaines équipes très spécifiques. Oui, tout à fait, exactement. Une autre question, comment gérez-vous les langues dans le portail? Alors, sur le portail, vous avez déjà plusieurs langues d'interface et surtout, vous avez plusieurs langues de contenu. Donc, en fonction des langues de vos catalogues, en fait, c'est le miroir du PIM, c'est-à-dire que si vous avez, aujourd'hui, on a plus de 180 langues qui sont disponibles, qui sont activables en quelques clics directement depuis notre PIM et notre DAM. Donc automatiquement, en fait, ces langues-là seront disponibles dans le portail pour la consultation de tous vos utilisateurs qui viendront se connecter dans les locales souhaités. Voilà. Donc la gestion des langues se fait très facilement. Vous activez des nouvelles langues directement dans la solution de contribution qui est le PIM et le DAM, et automatiquement, elles sont en miroir sur le portail. Je crois qu'il y avait une dernière question. Pour Arc et sa distribution à l'étranger, y a-t-il des pays qui ont adopté plus facilement l'utilisation du PIM et du portail? Alors, je vais répondre d'un point de vue métier. On a déployé d'abord, alors donc POC, gros POC, on va dire ça comme ça, sur la partie France. Donc bien évidemment, la France, l'adoption a été plus rapide. Et par la suite, les autres pays ne posent aucun problème puisque, comme l'a souligné Baptiste, globalement, il y a différentes langues. Donc généralement, simplement les distributeurs, clients, partenaires ou équipes internes de Arc à l'étranger simplement basculent la source de data sur une autre langue, qui est généralement l'anglais globalement chez Arc, et récupère les données en anglais. Donc ça ne pose pas de problème particulier. Après, je me dis que ça dépend de chaque entreprise et des liens derrière que l'on a avec les équipes dans les autres pays. Bien sûr. Et enfin, je vois qu'il y a une dernière question de Jérôme. Le portail existe-t-il en version non connectée? Alors, je ne sais pas si on parle de la connexion avec le PIM et le DAM ou la connexion Internet. Dans les deux cas, le portail est forcément connecté au PIM et au DAM puisqu'il est le réceptacle de toutes les informations produites, de tous les médias. Et pour accéder à ce portail, il s'agit d'une URL accessible sur le web et donc qui nécessite effectivement une connexion Internet. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions et je crois qu'on a aussi, je vous félicite messieurs parce qu'on a extrêmement bien tenu le timing, on est à 58 minutes et 40 secondes, du coup on va laisser encore 30 secondes si jamais il y a des dernières questions. En tout cas moi j'étais ravi de partager cette matinée avec vous, Julien Benoît. Voilà. Et puis du coup si vous avez des questions en fin de ce webinaire, n'hésitez surtout pas à nous contacter, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Et du coup je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un très très bon week-end. Merci.
Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.